Bonjour à tous, nous sommes ravis de recevoir Julien Serracchi. Bonjour Julien. Bonjour Alex. Vous êtes le président de la CNCGP. Le premier semestre 2023 est pour le moins chargé avec en fond de toile et depuis quelques mois la position de la commissaire européenne Mairead McGuinness. Pour rappel, son souhait était de retenir l'idée d'une interdiction pure et simple des commissions. Pouvez-vous rappeler la genèse de cette initiative, de l'initiative de la commissaire européenne ? Oui, alors effectivement, jusqu'à à peu près décembre 2022, on ne parlait pas du tout d'interdiction des commissions. On parlait du côté des tutelles européennes de ce qu'on appelle le value for money, c'est-à-dire la justification des commissions. Si vous percevez des commissions, il faut justifier qu'il y a un travail en face. Et c'est une idée dans laquelle, évidemment, tout le monde s'inscrit. Et puis, ça a été un peu un coup de tonnerre. Vers le mois de décembre, on a commencé à entendre des rumeurs qui nous arrivaient de Bruxelles et qui disaient que la commissaire elle-même travaillait sur le sujet de l'interdiction des commissions. Et puis, le 24 janvier, elle a fait un discours, et elle a fait un discours vraiment très offensif, et dans lequel elle disait qu'il fallait absolument interdire les commissions, que les conseils étaient biaisés, qu'il y avait des conflits d'intérêts, enfin, un discours très très anti-commission. Elle disait même il faudrait passer à la gestion passive, il faudrait arrêter la gestion active, parce que la gestion passive, ça coûte moins cher, c'est beaucoup mieux. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Tout l'écosystème a été pris vraiment par surprise. Nous-mêmes, les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion, c'était pas du tout les échos qu'on avait de Bruxelles depuis un an ou deux. Donc ça a été une grande surprise et c'est parti à ce moment-là. Et alors, quelle est la position de la CNCGP ? Alors, la position de la CNCGP, elle a toujours été très simple. Elle a été de dire, nous, on n'est ni anti quelque chose ou pro quelque chose. On n'est pas, évidemment, contre les honoraires ou contre les commissions, parce que ça n'a pas de sens. C'est deux modes de rémunération qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et puis, il ne faut pas en interdire un pour en privilégier l'autre. Surtout que les honoraires, qui sont apparemment l'objectif de la commissaire, on va peut-être parler au passé bientôt, mais je me garde de créer victoire trop tôt, la commissaire nous disait il faut faire que des honoraires. Le problème des honoraires, c'est que les gens les moins fortunés ne peuvent pas payer des honoraires. Et ça, c'est un vrai problème. On appelle ça l'advice gap. C'est très connu. C'est très documenté. Par exemple, aux Pays-Bas, il n'y a plus de commission depuis 2013 parce qu'il y avait des scandales financiers dans ce pays-là. Ils sont donc passés à un système 100% honoraire. Et qu'est-ce qu'on voit sur le marché néerlandais ? Que si vous n'avez pas 500 000 € à placer, vous n'avez pas de conseil financier. Donc, nous, notre position était de dire, mais laissez la liberté de choix au client de décider s'il veut être facturé en honoraire ou en commission. Et d'ailleurs, en pratique, on le voit bien avec nos adhérents, la majorité, 61%, si je dois donner le chiffre, travaille avec un fonctionnement hybride, c'est-à-dire un peu de commission, un peu d'honoraire et s'adapte aux clients. Donc, nous, notre position, elle est simple, c'est celui de la liberté de choix. On dit qu'il ne faut pas pointer du doigt un système plutôt qu'un autre. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les choses ont beaucoup évolué. Déjà, sur les arguments qu'on pouvait opposer à Mairead McGuinness, il y avait ces arguments donc bien connus, comme celui de l'advice gap. Et puis, il y a un autre argument qui a commencé à émerger sur la scène politique, même bruxelloise, et que la Chambre a beaucoup appuyé. C'est un argument qui est celui de la souveraineté. Alors, je vous explique. Donc, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on parle d'interdiction des commissions, les pourfendeurs des commissions associent toujours ça à la promotion de la gestion passive, c'est-à-dire des trackers, des ETF. Mais en fait, quand on regarde qui sont les sociétés de gestion dans le monde qui gèrent en gestion passive, eh bien 80% des encours de la gestion passive, c'est des sociétés de gestion non européennes. Alors ça pose un petit problème parce que ça veut dire que si vous dites on interdit les commissions et on fait que de la gestion passive, vous arrivez à une conséquence très simple, c'est que vous livrez l'épargne des Européens aux non-européens, et puis par le mécanisme des droits de vote, vous livrez les sociétés cotées européennes aux non-européens. Et ça, je crois que c'est un argument. Mairead McGuinness, c'est une politique, il ne faut pas l'oublier. Elle a été vice-présidente du Parlement européen, elle s'est présentée à la présidence de la République dans son pays, donc les arguments qui sont strictement politiques comme celui-là, évidemment, elle y est très sensible. Et il y a une députée française européenne qui, dans une lettre adressée à Mairead McGuinness, l'a alertée sur ce sujet-là. Et donc, on a vu peu à peu la position de la commissaire évoluer. Au début, donc, elle était là, faut interdire les commissions. Après, elle a vu qu'il y avait une opposition très forte. Il y a quand même 17 États qui se sont prononcés contre cette interdiction en envoyant des lettres des ministres des Finances ou d'autres fonctionnaires à Mairead McGuinness, donc une opposition très forte des États. Il n'y a qu'un seul État qui soit prononcé en faveur,
fournisseur, c'est les Pays-Bas, mais je vous rappelle que les Pays-Bas, ils nous ont interdit en 2013, donc ils se prononcent sur un sujet qui les concerne pas trop. Et puis peu à peu, la position de Mairead McGuinness a évolué. Et le 27 avril, donc il y a vraiment fin avril, il y a quelques semaines, elle a dit, bon, je ne sais pas si je vais interdire les commissions, on est en train d'explorer d'autres pistes. Ces autres pistes, c'est la transparence, comme si on n'était pas déjà totalement transparent. Le fameux value for money qui revient sur la table, qui dit qu'il faut justifier les commissions. Elle a dit aussi on va peut-être créer un statut de courtier indépendant sur le modèle des conseillers en investissement financier indépendants, ça c'est MIF 2, et donc on va faire le même statut dans l'assurance, c'est-à-dire que on va dire les indépendants, ils ne peuvent pas percevoir de commission, ils sont obligatoirement payés en honoraires, mais ceux qui ne sont pas dans ce statut-là, ils pourront fonctionner avec leur modèle hybride. Et elle a dit aussi quelque chose d'important, elle a dit c'est important que les tutelles nationales fassent bien leur devoir de contrôle. Parce que c'est peut-être un problème que dans certains pays, les tutelles ne font pas ce qu'il faut. Donc tout ça est en train d'évoluer plutôt dans le bon sens, nous on veut juste garder cette liberté-là, et le 24 mai, date très importante, c'est la publication de la Retail Investment Strategy, la RIS, c'est-à-dire la proposition de loi de la commissaire qu'elle va envoyer au Parlement européen. Et c'est ce jour-là qu'on va savoir si elle a mis l'interdiction des commissions dedans. Et donc justement, vous avez des inquiétudes quant à l'avenir ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas crier victoire trop tôt. Il me semble que là, les propositions de la commissaire sont plus raisonnables. Si ça reste tel que je l'ai vu récemment dans un projet de risque qui m'est arrivé dans les mains, ça me semble raisonnable et acceptable parce qu'il n'y a pas d'interdiction, il y a un encadrement. Et puis finalement, en France, on fait déjà tout ça. Parce qu'en France, on est allé plus loin que les directives européennes et d'une manière très intelligente et très pro-business d'une manière générale, il faut quand même le souligner. Et donc, finalement, la commissaire s'adresse plus à des pays européens qui n'ont pas notre cadre réglementaire aussi bien défini que le nôtre. Donc ça ne me dérangerait pas, a priori, mais j'attends la version finale du texte, s'il devait rester en l'état. Focus sur l'actualité de la CNCGP désormais. Vous lancez votre événement, le Midsommar du patrimoine. Il s'agit plus exactement du 24e congrès de la CNCGP. Il se tiendra le mercredi 21 juin 2023 au stade Jean Bouin de Paris. Le Midsommar, c'est un nouvel événement, c'est surtout un nouveau nom. Ce sera dans le même esprit que le congrès annuel de la CNCGP ? Oui, alors, tout à fait. C'est le congrès de la Chambre, en fait. C'est le 24e congrès de la Chambre. Là, on a récupéré l'organisation du congrès. On va le faire nous-mêmes pour la première fois. Avant, on le faisait avec des médias ou avec des organisateurs de salons. Là, on le fait nous-mêmes. Et donc, on est parti d'une page blanche et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et partons, voilà, de l'événement de rêve pour nous. Pour nous, les CGP, et pour les partenaires qui viennent à l'événement, les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance, les banques, qui sont donc nos fournisseurs. Et donc, on est parti de, finalement, tout ce qu'on n'aimait pas dans les salons professionnels. On n'aimait pas être enfermé dans une salle, nous on aime bien être dehors, c'est pour ça qu'on a choisi d'être sur la pelouse du stade. On n'aime pas trop les stands où on est debout comme ça toute la journée pour les partenaires, c'est pas très agréable. Donc on leur a fait des salons où ils seront assis avec un canapé, avec des chaises, avec une table basse. Vous voyez un peu une ambiance qui ressemble à une sorte de garden party estivale, mais professionnelle bien évidemment. Et puis on s'est dit aussi, il faut que les gens qui vont intervenir, parce qu'il y a toujours des intervenants qui viennent dans les salons, soit des gens qui intéressent les CGP, mais aussi les partenaires. Parce qu'il ne faut pas que le salon soit vidé des CGP, que les partenaires soient là comme ça tout seuls. Et donc, on va faire venir le secrétaire général de l'AMF, donc déjà un très grand nom, et puis on va faire venir Nicolas Sarkozy, donc un président de la République qui va venir nous voir et intervenir dans l'après-midi et rester ensuite avec nous, faire quelques photos et quelques dédicaces, parce qu'on s'est dit qu'un personnage comme ça, qui a une aussi haute fonction dans l'État, forcément intéressait tout le monde. Puis il y a quelque chose d'intéressant avec Sarkozy, c'est qu'il a vécu la guerre en Géorgie. C'est lui qui est allé voir Vladimir Poutine pour arrêter les chars russes qui étaient pas loin de la capitale géorgienne, et il a vécu la crise financière de 2008. Et donc il y a des parallèles qui sont quand même intéressants avec la situation actuelle. Guerre en Ukraine, difficultés des banques américaines. Je trouve qu'avoir sa vision des choses et son expérience va être, à mon avis, passionnant. Et donc l'Assemblée générale, elle aura lieu la veille ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors l'Assemblée générale, c'est la même idée. On a voulu que les gens viennent, non pas parce qu'ils étaient obligés de venir, mais parce qu'ils avaient envie de venir.
on a voulu leur faire vivre une expérience. L'Assemblée générale, elle aura lieu au musée du Quai Branly, c'est le musée Jacques Chirac, vous voyez que c'est très très président de la République, décidément ces 2 jours, et c'est le musée des Arts Premiers, c'est un musée absolument magnifique, moi c'est l'un de mes musées préférés à Paris, et donc on va faire l'Assemblée générale dans le musée, il y a un amphithéâtre qui permet de le faire, et à la suite de ça, eh bien, on va faire notre soirée, c'est-à-dire que les partenaires vont venir nous rejoindre, et on a privatisé le musée, pour qu'on puisse faire des visites privées du musée. Donc on sera, nous, seuls dans le musée, avec nos adhérents et nos partenaires. Donc ce sera un moment, je pense, absolument extraordinaire. On va vivre une expérience. On n'a pas tous les jours la chance de privatiser un musée, de privatiser un stade, de faire venir un président de la République. Donc on attend beaucoup de monde au Midsommar du patrimoine. Et si on a encore un peu de temps, je vous raconterai même d'où vient le nom du Midsommar. Oui, mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous en disiez plus sur le programme. Alors, le programme du Midsommar, donc, Assemblée générale la veille, visite du musée, le lendemain, le Midsommar. Donc, vers 10h30, il y aura l'intervention du secrétaire général de l'AMF. Le président Sarkozy, lui, viendra à 15h30. Il y aura toute la journée des conférences qui auront lieu lors du Midsommar. Alors, ce sera différents sujets qui seront traités. Il y aura aussi des formations. Mais attention, il faut s'inscrire à l'avance dans les formations parce que c'est une petite salle de 40 personnes. Et il y aura donc différentes animations que je garde pour l'instant sous le coude pour réserver la surprise le jour du Midsommar. Très bien. Et pour finir, vous voulez nous dire un mot sur le mot Midsommar, sur la signification peut-être ? Parce que forcément, c'est un mot qui surprend. C'est un mot qui n'existe pas en français. Et on voulait trouver un mot en fait, qui soit associé à ce nouvel événement, parce qu'on voulait, voilà, comme on dit aujourd'hui, disrupter les salons professionnels, faire autre chose. Et donc, on s'est dit, on va pas l'appeler salon, assise, ça fait vieillot, trouvons-lui un nouveau nom. Et il se trouve que le 21 juin, le jour du salon, eh ben, c'est le solstice d'été. Alors, solstice d'été, il est fêté à peu près par toutes les civilisations depuis que l'homme existe. Et il est fêté dans les pays nordiques par ce terme de Midsommar, la moitié de l'été, ça veut dire là-bas. Et on a trouvé que c'était un nom sympathique. Alors, ça existe aussi en France, hein, c'est l'équivalent des feux de la Saint-Jean en France. Donc, vous avez grosso modo, l'Europe est divisée en 2. Vous avez Midsommar ou Midsummer en anglais, Shakespeare, hein, son jeu de nuit d'été, Midsummer Night's Dream. Et puis, vous avez les fêtes de la Saint-Jean en dessous. Et donc, on a voulu prendre ce nom Midsommar, appeler ça Midsommar du patrimoine, parce qu'on pense que les gens vont s'en souvenir. Très bien, merci Julien Serracchi et à très bientôt sur CGP TV.